Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie, la chaîne où on parle de la pratique de l'astronomie. Et donc comme promis, dans cet épisode on va parler des chercheurs, ou plus exactement des différentes technologies de chercheurs qui existent, et on verra leurs avantages et leurs inconvénients pour choisir le bon chercheur. Puisque donc, entre les chercheurs à base de pointeurs laser, les chercheurs à point rouge, des chercheurs Tourikiki ou des chercheurs XXL ou des chercheurs droits et coudés, vous comprenez que y a l'embarras de choix. Et quand on fait de l'astrophotographie, on peut détourner certains de ces chercheurs à d'autres fins, pour faire de l'autoguidage en parallèle. Et donc c'est ce qu'on va évoquer dans cet épisode pour vous aider à choisir le bon, celui qui va bien. Et donc sans plus tarder, générique. Bon, donc la première catégorie de chercheurs, c'est les pointeurs laser. Et donc eux, ils ont plusieurs caractéristiques. Alors déjà, on a la couleur du faisceau. Donc l'œil est sensible, plus ou moins sensible en fait en fonction des couleurs, et la couleur qu'il voit le mieux c'est le vert. Donc si vous prenez des chercheurs rouge, bleu, violet ou n'importe quelle autre couleur, ils seront beaucoup moins efficaces que les pointeurs de couleur verte. Deuxièmement, pour que donc le faisceau se voie dans l'obscurité, dans la nuit, dans l'air, il faut que l'air soit chargé en humidité. En fait, si vous avez de l'air ambiant qui est très sec, vous ne verrez pas avec le laser d'une puissance de 2 milliwatts, vous ne verrez pas le faisceau. Alors, pourquoi je parle de 2 milliwatts? Parce que donc là c'est la puissance maximale autorisée. Alors en astronomie, pour des applications scientifiques, on peut utiliser des pointeurs laser de 100 milliwatts ou 200 milliwatts, et c'est la puissance nécessaire pour voir correctement le faisceau dans le ciel, même avec un ciel qui a un petit peu de pollution lumineuse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet usage est extrêmement réglementé. Donc pour ma part, l'utilisation des pointeurs laser, je le déconseille. Le faisceau laser du ciel se voit très bien. Donc un truc à ne jamais faire, c'est de viser les avions avec. Quelle que soit la puissance de votre laser, si vous vous amusez à ça, la gendarmerie, la police, ça va pas tarder à débarquer chez vous. C'est absolument interdit. Autre caractéristique des pointeurs, c'est la durée pendant laquelle on peut générer le faisceau. Donc sur les pointeurs laser, voilà, on voit le faisceau quand on appuie sur le bouton. Il y a des pointeurs laser qui peuvent produire un faisceau pendant plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Mais c'est voilà, donc un laser n'est pas très efficace d'un point de vue énergétique, et donc pour quelques milliwatts de faisceau laser, il génère pas mal de chaleur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait si on veut un pointeur laser qui dure un certain temps en continu, il va falloir qu'il soit refroidi. Mais bon, comme j'ai déjà expliqué, le but du jeu c'est de pointer rapidement notre étoile et d'éteindre le laser pour éviter de gêner au maximum les avions. Et une dernière question qui peut se poser, comment monter ça sur une lunette ou sur un télescope? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des adaptateurs tels que celui-ci. Alors celui-ci, il a des anneaux de 60 mm pour pouvoir monter ici un chercheur de 50 mm de diamètre. Donc il n'est pas prévu pour ça, mais on a exactement les mêmes supports avec des tout petits anneaux qui sont faits exprès pour pouvoir recevoir donc un pointeur laser. Et donc du coup les trois molettes permettent de régler le parallélisme entre le pointeur laser et le tube. Puisque donc, forcément si on veut chercher un arc dans le ciel, pour que les deux éléments
soit parfaitement aligné. Donc le chercheur est le tube principal. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur les pointeurs laser, que personnellement je déconseille. Bon, alors voilà ici un chercheur à point rouge. Donc comment ça marche? Alors, ici on a une molette avec des chiffres de 0 à 7. Donc 0 c'est éteint, et après de 1 à 7 c'est l'intensité lumineuse. Donc on va tourner cette molette, et ici on a une petite LED qui va projeter un motif ici sur l'écran. Donc ce motif on le sélectionne ici à l'arrière avec cette molette. Donc selon les viseurs à point rouge, on peut trouver plusieurs motifs, mais généralement on a donc le point rouge, la croix, et donc là à chaque fois donc voilà le point rouge, on va aligner l'étoile avec le point rouge, et donc là du coup comme ça on sait que on est dans la bonne zone de pointage. Avec la croix on va mettre donc l'étoile à l'intersection de la croix. Après, l'inconvénient de la croix, c'est que la croix va cacher un peu l'étoile. Donc du coup, il existe un autre motif, c'est un rang avec à l'extérieur une croix. Et donc du coup, une fois que l'étoile est à l'intérieur du rang, du petit rang, on sait que voilà, le pointage est bon. Et enfin, on a donc le rond avec le point. Donc pareil, le rond nous donne à peu près une approximation de l'endroit où on doit approcher de l'étoile, et une fois qu'on arrive à mettre l'étoile sur le petit point blanc à l'intérieur de la mire, c'est que l'alignement est bon. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les chercheurs à point rouge ont des motifs différents, et c'est en fonction de chacun que on peut choisir tel ou tel motif. Ça marche évidemment à pile, donc il y a un compartiment ici au-dessus de la molette. Si on dévisse, on voit ici qu'il y a une pile. Donc quand on utilise ce genre de chercheur, le petit inconvénient par rapport aux chercheurs optiques, c'est que on peut oublier d'éteindre le point rouge, et donc du coup à l'utilisation d'après on va se retrouver donc avec le chercheur inutilisable. Donc toujours bien penser à éteindre, et deuxième chose, toujours avoir une pile de remplacement au cas où. Donc voilà. Et pareil, donc le montage donc se fait ici à la base sur l'instrument, et ici on a une vis où c'est écrit up, et ici on a une vis où c'est écrit R. Donc ça c'est les vis qui servent au réglage du parallélisme et de l'inclinaison du chercheur avec notre lunette. Donc voilà le chercheur monté, et voilà, il n'y a pas de jeu, c'est fait en acier, ça bouge pas. Une fois que les deux vis de réglage sont réglées, notre réglage d'une utilisation à l'autre sera toujours bon. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'en fait sur les lunettes bas de gamme, le chercheur point rouge il est en plastique et pas en acier comme celui-ci. Et donc du coup, le plastique c'est pas très rigide, et donc ça aura tendance à se dérégler assez facilement. Donc voilà, si vous prenez le point rouge, sachez que voilà, faut qu'il soit en acier pour avoir voilà, un produit de qualité qui va rester réglé dans le temps, et pas être obligé de faire des réglages à chaque fois que vous le remettez sur votre instrument. Et une fois qu'on l'enlève,
il y a toujours un petit capuchon qui est fourni avec. Et comme ça évite les traces des doigts, les salissures, voilà, sur l'écran. Donc à utiliser, c'est extrêmement intuitif. C'est vraiment très simple. Et pour ceux qui ont des télescopes Dobson, il y a une version un peu plus grande et un peu plus évoluée de ça. C'est le Telrad. Alors lui, il a 3 cercles concentriques et chaque cercle correspond en fait à un certain angle de vue. Donc comme ça, si on cherche un objet qui est proche d'une étoile, à 1 degré ou un demi-degré d'une étoile, et ben on peut très bien donc voilà, on va régler facilement notre télescope sur l'étoile en question, et on sait que à proximité, à tel et tel endroit, on pourra trouver l'objet qu'on cherche. Donc voilà, le Telrad est très populaire pour les utilisateurs de Dobson. Ça, c'est la version miniature du Telrad. Et elle existe avec le support standard pour les chercheurs, puisque donc celui-ci a une embase un peu particulière qui est adaptée aux portes oculaires et aux portes chercheurs qui est voilà, prévu avec cette lunette. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur les chercheurs à points rouges. Donc ça c'est très bien, mais l'inconvénient c'est que dans la zone où on va chercher l'astre observé, il faut qu'il y ait une étoile. Si on essaye de chercher avec ça un objet voilà, qui n'est pas à proximité d'une étoile, ce sera très très compliqué, puisque vous serez à l'aveugle. Donc c'est pour ça que c'est excellent pour les débutants, c'est excellent quand on a du go-to, puisque forcément une fois que le go-to sera réglé, il n'y a aucun problème pour pointer dans la zone où il n'y a pas d'étoile, c'est le go-to qui va faire le boulot. Et par contre, si vous avez un télescope qui n'a pas de go-to, sachez que ça a ses limites. Ça marche très bien sur les planètes, ça marche très bien sur les objets qui sont à proximité d'étoiles brillantes, mais si vous cherchez quelque chose qui est dans une zone dépourvue d'étoiles, là vous allez galérer pour chercher l'objet. Alors, voici mon C8, et donc lui de base, il est fourni avec ce chercheur. Donc c'est un chercheur sur lequel c'est écrit, donc c'est l'Estran, un 6x30 Finder Scope. Donc 6, ça c'est le grossissement de cette petite lunette, ce petit chercheur, et 30 en fait c'est l'ouverture ici au niveau de l'objectif de la lunette. Alors lui il a un certain nombre d'inconvénients. Déjà 30 mm d'ouverture, c'est très petit. Ensuite on voit qu'il est quand même relativement long, donc en fait on aura quand même pas mal de focales, et donc le champ apparent dans le ciel sera pas énorme. Donc ce sera beaucoup plus compliqué à utiliser que ça. Là on a sensiblement la même focale, si on regarde les tubes, on a à peu près la même longueur. Par contre donc on a 50 mm au niveau de l'objectif, et donc du coup avec ça on aura un bien meilleur angle de vue. Donc c'est pour ça sur mon C8 j'ai enlevé ce chercheur, j'ai mis un adaptateur standard pour les chercheurs, et du coup là-dessus je peux monter ce chercheur.
Voilà, donc le C8 avec le chercheur. Alors, au niveau de ce chercheur, donc ici on trouve un petit étang avec un ressort qui lui viendra plaquer la lunette contre le support. Et donc ici on a deux vis de réglage pour régler le parallélisme entre le chercheur et le télescope. Donc là déjà le fait d'avoir remplacé le chercheur d'origine par celui-là, j'ai gagné énormément en efficacité et en confort. Parce que donc avec ça c'est beaucoup plus facile de trouver des étoiles dans le ciel qu'avec ça. Alors pour une première approche, on peut très bien utiliser donc le chercheur à point rouge. Et là pareil, on peut très facilement chercher les astres dans le ciel. Mais bon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc l'inconvénient du chercheur à point rouge, c'est que si on cherche un objet, donc une galaxie, une nébuleuse, des astres qui sont invisibles à l'œil nu, à proximité ou pas d'une étoile, donc justement, s'il y a une étoile, on pourra s'aider de cette étoile. Par contre, s'il n'y a pas d'étoile, le chercheur à point rouge sera inefficace. Alors, comme j'ai des montures avec du GoTo, j'utilise ce C8 avec le point rouge, puisqu'une fois que le GoTo est réglé, après ça va tout seul. Mais pour ceux qui n'ont pas de GoTo, c'est là où on va favoriser, donc pour des raisons de confort, donc un chercheur avec un renvoi coudé intégré, puisque vous comprenez bien que si on a un autre télescope qui est comme ça, donc si on a un renvoi coudé systématiquement ressorti de l'instrument, on peut s'imaginer que ce sera quand même beaucoup plus confortable d'avoir également le chercheur avec le renvoi coudé. Comme ça, on n'a pas besoin de se plier en quatre pour pouvoir pointer l'astre. Donc voilà à quoi servent ces chercheurs avec les renvois coudés intégrés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe et que c'est beaucoup plus plaisant et pratique que voilà, le chercheur standard qui est droit. Petite parenthèse sur tous les chercheurs. Donc c'est vrai pour celui-ci, c'est vrai pour celui-ci, et c'est vrai pour celui-ci. On trouve ici une bague avec voilà, molletée. Et puisqu'en fait on n'a pas tous la même vue, et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait si on serre la bague, on peut dévisser cet écran, enfin l'objectif, et donc du coup on peut bouger cette bague. Et donc c'est comme ça qu'on peut régler le chercheur pour pouvoir l'adapter à notre vue. Donc si on l'achète, il peut voilà, être mal réglé, ou il peut voilà, être correctement réglé pour ceux qui ont une vision parfaite, mais pour ceux qui ont une petite myopie, voilà, pour ne pas, voilà, si on veut observer sans lunettes, c'est possible, et on peut corriger dans une certaine mesure notre myopie en réglant ici la mise au point. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe. Et donc comme on a dit, donc ça c'est un chercheur de 50 mm, donc il sera beaucoup plus lumineux, et voilà, il a un cône de lumière qui est plus grand, puisqu'en fait on est à peu près sur la même focale que ce petit chercheur, mais du coup on aura beaucoup plus de champ, et donc ce sera beaucoup plus facile pour trouver l'objet.
Par contre, ça, c'est plus précis que ça. Parce que, bah, forcément, on a moins de champ, on zoome plus. Donc, voilà. Et donc, quand on a ça, on peut être tenté, le jour où on fait de l'astrophoto, de transformer ce chercheur en petite lunette guide pour l'autoguidage. Donc du coup, sur la base de ce chercheur, on peut dévisser l'oculaire réticulé. Donc évidemment tous les chercheurs sont réticulés, c'est-à-dire qu'ils ont une petite croix qui permet de matérialiser en fait le milieu du champ. Alors, la croix est très fine, donc on la voit pas, mais bon. Sachez que ici il y a une croix qu'on appelle le réticule. Et ce qui permet d'aligner correctement donc le chercheur avec notre étoile, notre planète ou ce qu'on veut. Et donc ça, on peut très bien le transformer en ça. Donc à la base, c'est exactement la même lunette, mais j'ai enlevé la partie objectif et je l'ai remplacé par un support qui permet de se monter dans ce tube avec le chemin optique et enfin avec des tubes à l'ange qui vont bien pour pouvoir mettre au bout une caméra. Et donc au lieu d'acheter une lunette guide pour l'autoguidage qui va coûter une bonne centaine d'euros, et ben moyennant ce support qui a coûté quand même 30 euros, plus une bague à l'ange qui a coûté quelques euros, on peut avoir donc une mini lunette guide. Alors l'inconvénient de ce support d'origine, c'est que voilà, ce petit étang il est mobile. Donc du coup la lunette elle peut bouger un petit peu, enfin on peut avoir des flexions, et en termes d'autoguidage ce sera pas terrible. Donc ça pour l'autoguidage ça va pas. D'où l'idée d'avoir acheté le support à anneaux, et comme ça avec ces molettes, les 6 molettes, donc le 3 par anneau, on peut régler parfaitement le parallélisme entre le chercheur et notre instrument, et du coup ça permet d'avoir une mini lunette à moindre prix. Alors en fait c'est une fausse bonne idée, puisque donc ce support il a coûté 35 euros. Là la bague adaptatrice elle a coûté 5 euros, donc on est déjà 40 euros. Les anneaux pour pouvoir quelque chose de plus rigide et beaucoup plus performant au niveau du réglage ont coûté dans les 20 euros. Donc on arrive déjà à un total de 60 euros. Et quand on sait qu'on peut trouver des petites lunettes guides avec en plus ici un focuseur hélicoïdal qui permet de régler très précisément la mise au point, alors que donc là la mise au point elle se fait par là et c'est vraiment galère. Bon, c'était au début une bonne idée, mais j'aurais su que voilà, en Chine on pouvait trouver des lunettes guides exprès pour d'autoguidage pour 60 euros. Clairement, voilà, quand on regarde le prix du chercheur plus les différentes options pour le transformer en mini lunettes guide pour faire du guidage en parallèle, clairement ça vaut pas le coup. Mais bon, ça je l'ai découvert qu'après coup. Donc du coup, pour l'autoguidage en parallèle, voilà ma petite solution. Après, dans certains cas, ça c'est relativement peu lumineux.
c'est quand même assez lumineux. Et avec la caméra que j'ai aucun problème. Mais autrefois, les caméras étaient beaucoup moins performantes. Et donc du coup, ce qui pouvait se passer, c'est que on ne trouvait pas d'étoiles suffisamment lumineuses pour pouvoir faire du guidage avec des petites lunettes. Et pareil, là on est à 120 mm de focale. On comprend bien que faire du guidage avec 120 mm de focale sur un C8 qui est à 2 mètres de focale, c'est un peu court. Donc du coup, pour le C8, on peut utiliser cette lunette guide. Donc voilà le télescope. Et ici au bout, pour avoir un pointage vraiment précis, on peut utiliser un oculaire réticulé illuminé. Donc ici, on a un réticule en double croix. Donc comme ça, c'est beaucoup plus précis que les réticules des chercheurs de base. Puisque donc avec... en fait, il n'y a pas deux filaments qui forment une croix, mais il y a deux paires de filaments. Et donc du coup, à l'intersection de ces différentes droites, donc verticales et horizontales, on trouve un petit carré, et donc c'est très précis. Et en plus, il est illuminé. Donc là, pareil, on a une petite molette qui permet d'allumer le réticule, enfin d'illuminer le réticule, et on peut régler l'intensité. Puisque donc l'inconvénient de ces chercheurs, c'est que le réticule n'est pas illuminé, n'est pas éclairé. Et donc du coup, si on a un bon ciel bien noir, comme le réticule, c'est juste deux petits fils de fer. Donc s'ils sont pas illuminés, en fait on aura donc une croix noire sur un fond presque noir, et on verra pas le réticule. Alors que donc avec cette grosse lunette guide, on peut faire du pointage beaucoup plus précis, et on a donc un réticule illuminé, ce qui offre un excellent confort pour le réglage et la recherche pour l'utilisation de ce chercheur, ou de cette lunette guide. Donc ce qu'on peut faire, c'est dans un premier temps, quand on a utilisé un chercheur point rouge pour chercher à peu près la zone de recherche, et après on peut remplacer le chercheur point rouge par la lunette guide. On a certains qui ont des instruments qui ont de grandes focales. Alors, ça peut être 2 mètres, voire beaucoup plus. Et donc c'est là où on a besoin entre la recherche sur l'instrument et la recherche au chercheur, de passer par un chercheur intermédiaire beaucoup plus précis. Donc, par exemple, on peut prendre un chercheur point rouge pour la zone approximative, puis une lunette guide pour rechercher la zone ou l'objet plus précisément, et enfin l'affiner, la recherche avec l'instrument principal. Et sur cette lunette guide, donc, comme j'ai parlé d'autoguidage, donc on peut remplacer cette partie-là par une caméra de guidage. Et donc voilà notre C8 qui est prêt à faire de l'astrophotographie. Pour faire de l'astrophotographie, évidemment ici à la place de l'oculaire, faut mettre notre caméra imageuse ou notre réflexe. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Là on a 400 mm de focale, donc pour de l'autoguidage ce sera très bien, puisque donc le C8 a 2 mètres de focale, donc
Donc cette lunette guide permettra de détecter des dérives suffisamment fines. Alors que donc sur cette solution là, si j'avais mis donc ici la caméra d'autoguidage, en campant qu'avec 120 mm de focale, on est 3 à 4 fois moins précis qu'avec ça. Donc voilà l'intérêt d'une mini lunette guide qui peut faire office de grand chercheur. On est fini pour cet épisode, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, il y en aura un autre. Donc restez sur cette chaîne, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.